On va parler d'un drôle de sujet, là, avec Annie Boilard, présidente du réseau Annie RH. Bonjour, Annie. Bonjour à vous deux. Le dopage, mais comme au travail, c'est ça? Le dopage cognitif au travail. Effectivement, les gens font ça pour se permettre de garder la cadence, d'être performant. C'est la première fois que vous en entendez parler? Ben, j'ai vu Le Loup de Wall Street là, avec Leonardo DiCaprio. Je sais que dans certains domaines, c'est une pratique courante. Mais là, dans d'autres domaines que les finances, mettons? Ouais. Alors, pour sortir du cinéma, il y a des gens qui nous écoutent et qui se disent « Hey, moi, j'ai pris un café ce matin. Est-ce que j'ai fait du dopage cognitif? » On conforte tout le monde? Non. De tous les temps, les employés ont eu recours à des vitamines, des boissons énergisantes, du thé, du café pour se tenir le coup au bureau. Puis ça, c'est tout à fait normal. C'est pas de ça dont nous parlons. Du dopage cognitif, c'est l'utilisation de produits pharmaceutiques non prescrits pour augmenter nos performances professionnelles. Donc, en simple, là, c'est utiliser des médicaments sans être sous la supervision d'un médecin. Puis là, on parle de ça parce qu'en France, Le Monde titrait un article cette semaine qui disait des gens qui utilisent la cocaïne pour augmenter leur performance professionnelle. Nous, de notre côté de l'océan, il y a eu une étude qui a eu lieu il y a quelques années qui, à travers 15 pays à travers le monde, dont le Canada, qui démontrait que 14% des employés avaient recours à du dopage cognitif. Ah oui. Fait que là, 14%, moi, ça m'interpelle énormément. Pour nous, c'est tellement important que notre ordre professionnel, l'ordre des conseillers en ressources humaines agréés, nous a alertés, nous a sensibilisés à cette réalité-là. Parce que, c'est quand moi, j'étais sur les bancs d'école en RH, on n'apprenait pas ça, le dopage cognitif. Alors, moi, je trouve que c'est de plus en plus, puis c'est important d'en parler. Peut-être donner des exemples concrets. Ben oui, que c'est tout le quoi, monde se suive. c'est quoi que les gens utilisent pour se doper? Bon, pensez dans votre tête un petit capelet de Ritalin pour augmenter sa concentration, un petit cachet de propranolol pour réduire les effets du stress, une microdose de psychonobile pour la créativité, l'imagination. C'est quoi ça, un psychonobile? C'est souvent, on est dans la grande catégorie des des champignons. Ah, pour la champignon magique. Champignon magique le matin au petit déjeuner. Ben, avant d'aller au travail. Pas comme si t'as jamais fait ça, carrément. C'est pas toujours tous les matins. Peut-être pour vous donner un exemple, moi, j'ai rencontré un employé qui m'a dit utiliser ces substances-là, notamment des micro-champignons, des microdoses de champignons, puis c'était pour sa créativité. Puis je me souviens lui avoir dit « Ah oui, mais c'est quoi ton métier? » Moi, je me disais « Elle doit travailler dans une agence de communication, créer des messages, des campagnes publicitaires, des choses. » Non, elle travaillait dans un magasin à grande surface. Elle pliait des vêtements. Elle voulait peut-être un bon buzz là, pendant son quart de travail. C'est peut-être ça, là. Mais je vous le dis pour nommer à quel point c'est intégré dans nos milieux professionnels. Fait que quand les gens font ça, ce qu'ils recherchent, c'est typiquement soit ils veulent de l'hyperconcentration, soit ils veulent réduire les effets du stress, soit ils veulent de la créativité, de l'innovation là, dans cette catégorie-là. Nous, nos objectifs d'en parler aujourd'hui, parce que c'est quand même sur une ligne délicate, là, parce qu'on veut à la fois informer les gens, mais on veut pas en faire la promotion, parce qu'il est clair que la ligne qu'on va partager, c'est on ne recommande pas à personne de s'adonner au dopage cognitif. Il est anormal qu'un milieu de travail ou qu'un employé sente le besoin d'avoir recours à ces substances pour juste tenir le coup au travail. C'est anormal. Ça. Mais déjà, on parle de dopage cognitif. Peut-être juste dire se droguer. Se droguer, ça dépend comment on va l'interpréter, mais c'est vraiment des substances pharmaceutiques. Fait que, en anglais, là, la cocaïne. Ouais, mais la littérature sur le sujet, c'est consommer des produits pharmaceutiques, donc des médicaments, sans être sous la supervision d'un professionnel de la santé. Fait que du champignon magique, mettons qu'on vient quand même d'en parler, ça rentrerait pas là-dedans, parce que tu peux pas aller à la pharmacie et te faire prescrire des champignons magiques, ni du LSD. J'ai déjà essayé LSD, ils disent allez retourner chez vous, là, ça marche pas. Là. Effectivement, mais il y a certaines substances pharmaceutiques qui peuvent être dans cette catégorie-là. Ouais. Et si on regarde justement en termes de... Donc, les gens décident de faire ça, mais c'est en progression. Qu'est-ce que vous observez? Bien, il y en a. Là, on sait qu'il y a 14% dans l'étude dont on citait tantôt, puis on sait qu'il y en a de plus en plus. Moi, êtes-vous surpris par ces statistiques-là? Ben, c'est parce que j'ai l'impression que il y a tellement de choses qui rentrent là-dedans que non, ça me surprend pas, 14%. Honnêtement, je suis pas surpris. Okay. Je suis pas surpris du tout. Puis en passant, je suis même pas sûr d'être d'accord avec vous deux, là, ou en tout cas avec toi, sur l'idée que ça ne se justifie jamais. C'est-à-dire, si, mettons, tu fais un travail créatif, puis qu'il y a quelque chose qui peut vraiment t'aider à être plus créatif, qui suis-je, moi, pour dire tu devrais pas prendre ça? Sincèrement, je veux dire, je sais que c'est peut-être pas bon pour la santé, là, mais en même temps, tu fais un travail créatif. C'est peut-être ça le point, là. Ouais, mais, je veux dire, regarde, que c'est pas pour rien que dans la Silicon Valley... Si tu fais ça pendant 20 ans, il y a peut-être, tu vois ce que je veux dire, à un moment donné, il y a des impacts aussi sur ton entreprise, sur toi-même, surtout, avant tout, sur ta santé. Ouais, puis si c'est rendu que la norme
on encourage ça. Donc, la norme, ça va être la personne qui est un peu buzzée, justement, puis que, ben, c'est l'impact sur les autres. Tu sais, est-ce que tu vas te sentir, toi aussi, un peu obligé d'aller dans cette direction-là pour être dans le même état d'esprit puis avoir les mêmes conséquences créatives, tu sais? Oui. Alors, il y a 2 éléments dans ce que vous amenez dans la conversation. Moi, j'aurais incanté les dieux, Rémi, pour que tu nous amènes pas sur ce terrain pour tout ce qui est des micro-dosages. Il faut diversifier la conversation un peu. Parce qu'on va quand même admettre intellectuellement qu'il y a un courant de pensée minoritaire en Europe qui dit qu'on diabolise ces substances-là. OK? Alors, la ligne demeure la même. Là. On ne recommande pas à personne de s'abonner au dopage cognitif, mais il faut quand même reconnaître que c'est pas unanime là, dans la science, ce qui tourne autour de ça. Puis là, tu disais, Karima, tu sais, ouais, mais là, tu sais, quand il y en a un qui le fait, là, ça devient un petit peu comme une compétition. C'est comme si les gens se sont pas comparés sur des bases égales. Fait que là, ça crée un engouement. Ça peut, comme ça s'intègre dans les milieux professionnels. Moi, c'est ça que je vois. Puis je vois 2 façons dont ça rentre dans nos équipes professionnelles. La première, j'ai eu quelques cas là, où j'ai été témoin de ça. C'est souvent des parents qui consultent pour des enfants en TDAH. Ils obtiennent un diagnostic, une prescription. Puis là, il y a quelque chose qui leur dit, c'est quoi? C'est probablement héréditaire, cette petite bébite-là. Alors, des fois, la tentation est facile quand ils ont tous les comprimés à leur disposition, quand il y a une grosse présentation, quelque chose de spécial, de se dire, tu sais, l'hyperconcentration, puis là, ils essaient. Puis ben, des fois, ils apprécient. Donc, moi, c'est un des cas que j'ai vu. L'autre élément, puis ça, c'est la grande porte d'entrée pour nous, ce sont nos jeunes professionnels qui arrivent des universités. Eux, ils ont utilisé ça quand ils étaient aux études. Là, ils arrivent dans les milieux professionnels. Fait qu'ils continuent leur consommation. Mais non seulement ça, c'est parce qu'ils en parlent librement, ouvertement. Alors, des fois, ça crée de la curiosité de la part de d'autres personnes où il y a des gens qui vont se sentir défavorisés par rapport à certains jeunes employés. Alors, des fois, c'est comme ça que ça devient, comme ça se contamine dans les équipes de travail. Non, complètement. Et on en a parlé tantôt, on se posait la question s'il y avait des industries qui étaient plus affectées que d'autres. Oui, effectivement. Le Devoir a publié un beau papier sur ce sujet-là. Il nous parlait de certaines industries. Il y avait les camionneurs. 30% d'entre eux disent utiliser du dopage cognitif. Il y a une camionneuse qui nous a écrit, Annie, Nathalie, qui nous dit « Moi, je prends des wake-up en vente libre pour ne pas m'endormir au volant. Je travaille 60 heures semaine sur la route. » Ben, ça ne s'invente pas, là. On a reçu ce message-là. C'est ça. Les camionneurs, les gens en finance, 19%. 20% des chirurgiens qui utiliseraient du dopage cognitif. Moi, j'étais un peu surpris. C'est comme, vous connaissez pas de professionnels de la santé, vous êtes chirurgien. Là, il me semble qu'il y en avait à leur disposition. Mais on m'a expliqué que des fois, il y a toute la notion du secret derrière ça. Mais un des métiers qui trône en haut du palmarès, les grands utilisateurs de dopage cognitif, je sais pas si vous le voyez venir, là, mais les musiciens. Ah ben oui! 72% d'entre eux témoignent utiliser du dopage cognitif. C'est souvent pour réduire les symptômes du stress. Pensons là, la dextérité manuelle quand ils ont des auditions, des concerts. Ça, puis ça, c'est énorme. Là, vous allez quand même pas me dire, toutes les deux, je m'excuse, là, mais vous allez pas me dire que les musiciens devraient moins se doper si à l'échelle de l'histoire, ça nous a quand même donné de grands albums, Harmonium, des affaires de les Beatles. Là, venez pas me dire que ils auraient fait les mêmes albums sans ces produits-là. Là. Vous allez me dire ça? Vous oseriez aller là? Vous oseriez aller là? Mais c'est toi qui parles des musiciens. Moi, j'avais pas l'intention. Moi, j'allais en parler, les musiciens, mais je me disais, c'est peut-être pas un métier comme un autre. Les artistes, c'est ça. C'est le mythe des artistes, puis de la consommation, tout ça. Mais il y a aussi beaucoup de mythes à ça. Ça dépend. Là, tu as mentionné le dopage cognitif ou des choses pour diminuer le stress. Mais ensuite, sur les artistes, tu sais, l'artiste torturé qui va aller faire des expériences de drogue, je vois ça quand même, il y a 2 éléments. C'est pas nécessairement la même chose, c'est pas nécessairement les mêmes substances. Puis oui, excuse-moi, là, mais quand tu regardes des Amy Winehouse, des musiciens qui sont morts mettant la fleur de l'âge, j'aurais aimé ça qu'ils soient là plus longtemps, moi. Ah ouais. Moi, je vais restreindre mon opinion au milieu professionnel. C'est quand même mon champ de compétences. Quand on parle d'artistes comme ça, il n'y a pas nécessairement un patron derrière qui leur impose des délais puis des dates de butoir. Mais dans un monde professionnel, moi, je réitère, pour moi, il est anormal que quelqu'un, quiconque, ait besoin d'avoir recours à de telles substances pour tenir le rythme, pour se sentir performant au travail. C'est clair qu'il y a comme un non-sens. À un moment donné, viens comme tu es, puis il y a des petits stimulants, j'avoue. Là, on triche un peu, un café, un autre petit café, mais là, je pense qu'il y a une nuance entre ça, puis quelque chose, des produits un peu plus durs qui vont affecter ta santé sur le long terme. Là. À un moment donné, voyons donc. Le café, on se parle pas d'un produit pharmaceutique. Là. C'est pas... Moi aussi, je suis d'accord, le café, tout ça, les vitamines, les boissons, les énergisantes. Si t'en prends 30 par jour, il y a peut-être un
problème aussi. Là. Ça se peut que tu aies des tremblements un petit peu. Là. Est-ce qu'on peut prendre quelques secondes pour réfléchir ensemble de ce qu'on recommande aux employés qui seraient là-dedans? Parce que si on veut les soutenir, je comprends que les gens n'ont pas nécessairement tendance à vouloir parler de leur consommation. Mais derrière cette consommation, il y a quelque chose, il y a un trouble. Là. Souvent, il y a une cadence qui ne convient pas, des objectifs de travail qui sont trop démesurés. Moi, j'invite les gens à parler de ça avec leur patron, patronne, pour pouvoir adresser le problème à sa base. Puis s'il y a des gens qui se disent « Ah non, moi, je peux pas aborder ça » ou « ça fait partie de notre culture organisationnelle », je réitère que depuis la nouvelle loi, notamment pour les risques psychosociaux, puis la loi sur la CNESST, puis la modernisation de cette loi-là, on est arrivé avec toute la protection des risques psychosociaux qui inclut la charge de travail. Donc, dans la grande majorité des entreprises, c'est une question de taille, il y a des comités santé-sécurité au travail sur place. Si un employé se retrouve là-dedans, il peut toujours passer par son comité de santé-sécurité au travail pour faire émaner, pour en mettre dans la conversation tout ce qui a trait à la charge, aux objectifs et compagnie. Puis ça va donner des façons objectives d'amener la conversation, puis ça va faire que c'est pas comme un employé qui consulte son patron parce qu'il y a un problème. Même l'employeur a l'obligation de veiller sur la santé physique et psychique de ses employés. Donc, c'est pour ça qu'il y a des tribunes pour ça. Merci. Merci beaucoup, Annie Boilard. On va quand même continuer la conversation, Karima, sur la pression au travail, parce que est-ce qu'il y a plus de pression qu'avant? Est-ce qu'il y a moins de pression qu'avant? Tu sais, s'il y a de plus en plus d'utilisation de ces produits-là, on a parlé du stress, je déduis qu'il y a plus de pression au travail. Par contre, moi, j'entends beaucoup du monde aussi dire « faut tu sais, il y a la dépression au travail, il y a des burn-out, il faut faire attention à sa santé mentale. » Je ne serais pas capable de dire qu'il y a plus de pression qu'avant. J'ai l'impression qu'il y a un discours qui pousse dans l'autre sens aussi. Moi, je pense que, écoute, j'étais pas là avant les années 80 t'as eu des parents, t'as eu des grands-parents. Mais non, moi, je pense que la pression est comme inhérente au milieu de travail. Mais oui, moi, je trouve qu'il y aura toujours de la pression dans les milieux de travail. Et je te dirais même peut-être encore plus aujourd'hui, dans la mesure où, tu sais, mettons aujourd'hui par rapport à il y a 10 ans, là. Je te dis pas dans les années 80 où là, c'était, tu sais, l'argent, la pression. Puis il y avait même, c'était dans la valorisation, hein, même pour les femmes, la femme de carrière qui arrivait avec ses épaulettes. Puis, tu sais, c'était ça l'image là, de la power femme. Il y avait cette pression-là. D'ailleurs, tu remarqueras, dans les années 80, on parlait beaucoup de la cocaïne. Mais disons depuis 10 ans, OK, on va dire les 10 dernières années aujourd'hui, moi, je pense que c'est ce retour à la pression parce que il y a cette peur de l'arrivée de l'intelligence artificielle, de se faire remplacer. Tout va plus vite. On est désuet plus rapidement. On stanne plus vite. On veut... Il y a aussi la pression de... On a l'impression qu'on est dans un univers de compression budgétaire. Qui peut faire le job pour moins cher? Il y a cette pression-là. Ouais. Et j'ai l'impression qu'il faut carburer puis se dire, OK, on y va à fond parce que demain, on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir. Est-ce que l'entreprise va avoir des réductions? Est-ce que elle va être délocalisée parce que le contexte international, on va-tu perdre nos jobs? Donc, les gens veulent être performants parce qu'ils veulent garder leur job. OK, mais attends une minute. Là. Mettons, ferme tes yeux. Imagine un employé qui rentre dans le bureau de son patron aujourd'hui. Là, on est quoi? Là? On est le 16 juillet 2026 et qui dira à son patron, écoute, j'ai besoin de repos, je suis plus capable. Regarde, je suis plus capable. Aujourd'hui, imagine la conséquence à ça, imagine la réponse possible du patron versus cette même scène-là il y a 20 ans ou il y a 10 ans. C'est là où je veux en venir, c'est que moi, j'ai l'impression que ça passe mieux aujourd'hui. Que ces genres de conversations-là, tu peux les mener de plus en plus, qu'il y a une sensibilité relativement nouvelle pour tout ce qui est surmenage, burn-out, trop de travail, trop de charges. Et même, écoute, je veux dire, la CNESST vient d'obliger les employés, les entreprises qui engagent plus de 20 employés, je pense, à faire en sorte que si les employés ont des problèmes psychologiques au travail, l'entreprise est obligée de les traiter, et y compris si ce sont des problèmes qui sont à la maison. Ça, tu n'aurais jamais imaginé ça il y a 20 ans. Tu viens de mentionner un mot très important. Ils ont obligé. Donc, il y a une réaction, mais moi, je pense que... c'est le constat quand même. Moi, je pense que le constat, c'est quand même, il y a encore cette perception que avant de te rendre justement dans le bureau, c'est ça l'affaire, tu dis, ils sont obligés. Oui, OK, oui, on est sensibilisé à la santé mentale puis tout ça, mais quel est le coût pour l'employé de se montrer vulnérable? Moi, je pense qu'il y a encore un coût aujourd'hui, malheureusement. C'est-à-dire, avant de te rendre dans le bureau, pourquoi tu penses qu'il y a des gens qui se rendent en burn-out? C'est qu'il y a une pression. Si c'était si simple que ça, puis « Hey, je file pas. Hey, t'appelles ton boy, je file pas. » Ben, gars, pas d'autres ta journée aujourd'hui. Hein, bon, je te dis pas qu'il y a dans les PME, ça peut se faire. Tu sais, t'as une...
t'as une belle relation avec ton patron dans l'entreprise ou t'as peut-être même des congés. Tu sais, si t'es syndiqué, tout ça, t'as des congés payés. À la limite, t'as pas à te justifier. T'as un congé, t'es malade, point barre, puis parfait. Mais de se rendre, aller voir ton patron, moi, je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de burn-out. Les gens prennent sur eux puis ils disent, je suis capable d'en faire plus, Hey, je peux pas faire ça, je peux pas me montrer faible. On a encore ces réflexes-là. Il y a un coût à ça. Et il y a beaucoup de gens qui ont peur. Et je dis peut-être à tort, là, il y aurait peut-être, tes collègues, à un moment donné, ils vont avoir de l'empathie pour toi. Mais je pense qu'on peut avoir cette perception que tu ne veux pas être la personne qui est faible. Puis je trouve ça plate, là, j'encourage pas ça. Au contraire, je pense qu'on pourrait s'éviter bien des burn-out. Mais j'ai l'impression quand même que c'est pas si simple que ça.